Bonsoir et bienvenue dans We IT Capable. We IT Capable, c'est ce rendez-vous hebdomadaire où chaque semaine, nous prenons le temps d'une vraie conversation avec celles et ceux qui pensent, construisent et font avancer Haïti. Ministres, économistes, entrepreneurs, artistes, leaders de la société civile, toutes des voix différentes, mais avec une même conviction. Malgré les obstacles, Haïti a les talents, les idées et la capacité de bâtir son avenir. C'est tout le sens de ces 3 mois. Oui, Haïti capable. Ce soir, nous allons parler d'argent. Pas de manière abstraite, mais de manière très concrète. Imaginez une mère de famille à Port-au-Prince. Sa fille à Miami lui envoie $200 chaque mois. C'est une bouteille de lait, des frais de scolarisation, de la nourriture. Cette mère va à la banque ou chez un agent de transfert. Elle reçoit des gourdes. Et voilà où quelque chose se passe que peu de gens comprennent vraiment. Selon la politique monétaire en vigueur, le taux de change auquel elle reçoit ces gourdes ne reflète pas toujours la réalité de l'inflation. Cela signifie que ces $200 valent en pouvoir d'achat réel peut-être 20% de moins que ceux qu'elle aurait dû valoir. Mais elle ne le sait pas. Personne ne lui a expliqué. Mais elle le ressent chaque semaine au marché. Cet exemple, c'est Pierre-Marie Boisson, qui l'a posé publiquement en janvier 2025. Un économiste indépendant avec 30 ans d'expérience dans le secteur financier haïtien. Il est l'une des voix les plus sérieuses et les plus franches sur l'économie haïtienne. Il n'a pas de mandat institutionnel à protéger. Il n'a pas de position officielle à défendre. Il a 30 ans d'observation des mécanismes financiers de ce pays et la liberté intellectuelle de dire ce qu'il y voit. Ce qu'il voit est peut-être préoccupant. 6 années consécutives de croissance économique négative. Une contraction estimée à moins 1,7% en 2026 selon les données du Fonds monétaire international. Une dollarisation qui dépasse 60% des dépôts bancaires. Une assiette fiscale parmi les plus étroites de la région. Et un débat sur le PIB haïtien que peu d'économistes osent poser publiquement. Mais Pierre-Marie Boisson ne se contente pas de diagnostiquer. Il propose. Et ce soir, nous allons lui demander comment sortir de ce cycle-là. Comment est-ce qu'une économie qui rétrécit depuis 6 ans peut retrouver sur le chemin de la croissance? Et qu'est-ce que chaque Haïtien, chaque famille, chaque entrepreneur peut comprendre de ce qui se passe vraiment dans l'économie de ce pays? Pierre-Marie Boisson, soyez le bienvenu dans We IT Capable. Un honneur pour moi, un véritable honneur de participer à cette série que je pense qui est vraiment une très louable initiative et très intéressante. Et donc, je suis très honoré de pouvoir y contribuer. Oui, on partage la même conviction et c'est un honneur partagé de We IT Capable. Commençons pour introduire les thématiques économiques avec notre public. On a une économie qui, depuis 6 ans, est en phase de décroissance. Ouais. Pour quelqu'un qui vit à Delma, qui vit à Cap-Haïtien, comment cette personne traduit cette réalité qui peut être en dehors de sa compréhension en des faits concrets? En quoi ça impacte sa réalité dans ses achats, dans ses revenus? Comment on peut donner une lecture et le faire comprendre à un public, disons, qui peut-être n'a pas la connaissance économique? Au risque de te choquer et de choquer les auditeurs ou les téléspectateurs, ça n'a peut-être pas un gros lien avec sa réalité. Et moi, je dirais que, contrairement à ce que j'ai vu dans pas mal d'autres économies, ce qui est vraiment prépondérant ici, qui même influence cette décroissance-là, c'est beaucoup plus les prix. Et dans des élections, par exemple, l'Haïtien, s'il est questionné sur ce qui est important pour lui, il va vous dire la vie chère. Et les prix, l'inflation, ont dans toutes les économies un impact beaucoup plus important que le PIB et que le chômage. La croissance des prix est plus importante politiquement, par exemple, même aux États-Unis, que les prix. Qu'est-ce que ça veut dire en Haïti? Ça veut dire en Haïti que quand il y a inflation, il y a détérioration du pouvoir d'achat. Comme c'est une économie de consommation, la capacité de la population à consommer, elle est réduite drastiquement. Et je vais ajouter pour 2 raisons. Pas seulement à cause de l'inflation, mais à cause de
ce qu'on appelle des prix relatifs. Mhm. Et je vais expliquer ça. Et cette inflation-là, empêchant à ce consommateur d'acheter des biens de consommation, pénalise toute l'économie qui vend à ce consommateur-là. Par exemple, aujourd'hui, sans exagérer, presque 80% de la population haïtienne vit de l'envoi de transferts par leurs parents. C'est très simple. C'est une économie qui est à peu près 12,6 millions d'habitants. Chaque famille a 5, en moyenne, 5 personnes. Donc, c'est une économie d'environ 2,5 millions familles. Aujourd'hui, le nombre de transferts par mois est de 2,1 millions transferts par mois. Par les maisons de transfert, comptabilisées. Ça veut dire que c'est à peu près 80% de la population qui vit des transferts. Mais quand elle vit des transferts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui reçoivent un revenu théoriquement en dollars. Mais comme l'économie fonctionne en goud, ils doivent changer ce dollar en goud. Et depuis 3 ans, la goud décroît. Le taux de change de la goud décroît. Ça veut dire que le volume de goud que cette personne reçoit, bien sûr, il y a une petite augmentation des salaires aux États-Unis. Donc, il y a une petite augmentation, je dirais, de la valeur en dollars américains du transfert que reçoit un Haïtien en Haïti. C'est à peu près 3% par mois, ces 3 dernières années. Mhm. Donc, disons que c'est 3% par mois, voudrait dire que cette personne a 3% de plus à envoyer. Mais quand elle traduit ça en goud, elle le traduit à un taux de change qui diminue de 3% par mois, par année. Donc, elle ne reçoit pas plus de dollars qu'elle ne recevait il y a 3 ans. Cependant, comme elle les change en goud, et que ces goudes-là maintenant n'augmentent pas non plus parce que le taux de change est resté le même, ou du moins a diminué, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne a le même volume de goudes depuis 3 ans. Mais les prix, je vous donne un exemple très simple. La marmite de riz, par exemple, coûtait 250 goudes il y a 1 an. Elle coûte maintenant 300 goudes. Donc, elle a augmenté de 20%. Donc, cette personne-là, les goudes qu'elle reçoit mois par mois ne suffisent pas pour qu'elle reconstitue le même besoin de consommation, parce que la moitié de ses revenus s'en vont à l'alimentation. Mais c'est la même chose pour l'école. C'est moins pour les transports. Les transports, ça dépend du gouvernement. Mais disons que, dans l'ensemble, la moyenne de la quantité de goudes qu'il lui faudrait pour garder son niveau de consommation aurait dû augmenter de 20% ou de 25%. Donc, depuis des années, l'inflation diminue la capacité d'achat de biens et de services par la 80% des Haïtiens. Ça veut dire que tous les producteurs qui vendent à ces gens-là, que ce soit dans l'industrie alimentaire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit les gens qui sont dans les services, tous les secteurs de l'économie nationale font face à une baisse de demande due à l'inflation. Et c'est ce qui explique la décroissance du PIB. Très intéressant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose pour laquelle le PIB est une valeur imparfaite de la mesure du bien-être social en Haïti, c'est que le pouvoir d'achat, contrairement aux États-Unis, contrairement à la France, contrairement à la République dominicaine, le pouvoir d'achat de l'Haïtien provient massivement de quelque chose qui n'est pas généré en Haïti. Et vous disiez qu'on peut regarder justement l'économie à travers la balance des paiements. Justement, une économie qui est fortement dollarisée, et justement regarder ce flux de dollars entrant et sortant. Et ce n'est pas la dollarisation non, qui explique ça. La dollarisation, on y reviendra après. Okay. C'est le fait de la génération de revenus en dehors d'Haïti. Donc, ça veut dire que les Haïtiens, contrairement aux Dominicains, contrairement aux Anglais, aux Français, ce ne sont pas des gens qui investissent et génèrent un pouvoir d'achat à partir d'une entreprise locale. La majorité des entreprises haïtiennes sont dans l'intermédiation financière, dans l'intermédiation commerciale. C'est-à-dire que ce sont une grande partie des gens qui sont employés en Haïti sont employés dans le secteur informel des micro-entreprises commerciales. Et c'est lié à l'importation. Et c'est lié à l'importation. Et d'ailleurs, il y a un cercle vicieux dans ce genre de choses. On y reviendra après. Le fait de vivre de dollars générés de l'extérieur rend l'économie haïtienne paresseuse, y compris le gouvernement.
Élaborer un peu plus là-dessus pour qu'on Je comprenne. vais élaborer un peu plus. Et là, c'est un concept qui est peut-être complexe, que je vais essayer de simplifier. Pour qu'on puisse générer de la valeur ajoutée à partir d'investissements locaux, il faut qu'on soit compétitif. Ça veut dire qu'il faut que chacune des entreprises puisse voir son bonheur dans le fait de générer un produit, de produire et de vendre. Le problème avec ça, c'est que dans une économie pauvre, il y a très peu de marché intérieur. Donc, si on veut vraiment développer l'investissement et développer la production, toutes les économies pauvres se développent dans une phase qui prend 20, 30 ans, 40 ans, à partir de l'exportation. Parce que le marché porteur, les marchés porteurs, à très peu d'exceptions près, sont des marchés qui sont vendus à des consommateurs étrangers. Il y a deux types de consommateurs étrangers. Il y a les consommateurs étrangers qui sont des gens à qui vous exportez les biens et qui vous achètent. Donc, vous avez $1 qui rentre parce qu'on a vendu un vêtement ou parce qu'on a vendu un mangue. Et il y a maintenant, et de plus en plus, de façon beaucoup plus potentiellement importante, les consommateurs étrangers qui visitent votre pays. C'est ce qu'on appelle une exportation invisible. C'est l'exportation quand même qui est le tourisme. Ces consommateurs, par exemple, pour vous donner une idée, quelqu'un qui vit aujourd'hui en Haïti génère un revenu en moyenne de, je sais pas moi, disons $1000. Okay. Quelqu'un qui vit aux États-Unis génère $88,000. Donc, cette personne se déplaçant des États-Unis à Haïti, elle va avoir $88,000 à dépenser par rapport au consommateur local qui n'en a que 1000. Donc, cette personne-là, elle va pouvoir, et en se déplaçant en Haïti, parce que quelqu'un qui va consommer un vêtement produit par Haïti, mais il mange 3 fois par jour aux États-Unis ou en France, il va consommer des loisirs, il va consommer des produits culturels en France, aux États-Unis. C'est ce que quelqu'un qui se déplace pour venir en Haïti. Il est obligé de manger en Haïti 3 fois par jour. Il est obligé d'aller visiter des produits locaux, des loisirs. Il est obligé d'avoir tout en Haïti. Si vous vous arrangez pour que ce soit la production locale qui alimente cette personne-là, vous avez quelqu'un qui gagne $88,000 par rapport à votre propre consommateur qui gagne $1000. Donc, c'est pourquoi le tourisme est pour des économies comme Haïti la plus grosse potentielle, la plus bénéfique des opportunités de vendre à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? Ce qui s'est passé en Haïti, c'est qu'en plus de ça, il y a eu deux sources en plus de l'économie locale qui vend des produits à des étrangers. Il y a eu entre, je dirais, le départ des Duvalier. Je vais donner des chiffres qui sont extraordinaires. Monsieur Duvalier, fils, a laissé le pays en 86. J'étais moi-même à ce moment employé du ministère des Finances. Donc, j'ai travaillé avec la Banque mondiale. J'ai participé au circuit de production du dernier rapport qui a été produit par la Banque mondiale, qui est basé sur les chiffres de 1984, qui expliquait l'économie haïtienne. Un rapport complet. Croyez-le ou non, les transferts de la diaspora à l'époque, de la diaspora haïtienne, en brut, c'est-à-dire les transferts envoyés par les Haïtiens à leurs parents, c'était $85 millions américains. Vous savez combien c'est aujourd'hui? En 2025, c'était 4,4 milliards de dollars américains. 4,4 milliards. Mais seulement à l'année du séisme, qui était l'année 2010, c'était 1,1. Donc, entre l'année du séisme, quand le TPS, le fameux TPS a commencé, entre l'année du séisme et aujourd'hui, on a quintuplé le volume de transfert. Ça veut dire quoi? Le pouvoir d'achat vraiment qui a été généré pour permettre aux Haïtiens de consommer est venu de l'extérieur. Donc, quand vous parlez de PIB, Et si je me permets, c'est très peu. Ça mesure très mal. c'est pour la consommation, c'est pas pour l'investissement. C'est 4 milliards. Écoutez, ce sont des Est-ce que vous pauvres. pouvez donner les éléments Ce sont des pauvres. La grande majorité des gens qui sont aujourd'hui à l'extérieur d'Haïti, c'était des gens qui vivaient en zone rurale. Okay. Ce sont des pauvres qui sont partis, qui ont multiplié leurs revenus par 8. Et ça, c'est dans un ouvrage de Paul Collier qui en parle d'ailleurs. On s'était rencontrés. Mais moi, on a mesuré ça par les enquêtes. Bien sûr. En multipliant par 8 le revenu que leur famille gagnait, un seul des membres de cette famille génère 8 fois plus de dollars qu'il le génère en Haïti. 8 fois plus de revenus. Mais en plus, il est toujours pauvre.
Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui gagne $1 500 aux États-Unis, c'est un pauvre. Mais quelqu'un qui gagne $1 500 gagne 8 fois plus que les $200 qu'il gagne en Haïti. Donc, cette personne-là, en voyant 10% de son revenu, c'est quelqu'un qui fait un gros sacrifice, puisqu'il doit payer énormément de billes, comme on dit, et qui envoie une partie de son revenu. Mais très rapidement, cette personne-là, non seulement génère 10 fois plus que ce qu'elle générait en Haïti, mais c'est quelqu'un dont l'agglomération de cette personne-là représente la source première de consommation d'Haïti. Donc, ça rentre dans la balance des paiements comme une entrée de revenus. Donc, vous avez les exportations, le tourisme, les transferts. Et en plus, maintenant, il y a l'aide externe. L'aide externe en Haïti est relativement faible par rapport à ce qu'elle devrait être. D'abord, elle est mal absorbée. Enfin, c'est un sujet sur lequel on va en discuter. Ouais. Donc, quand on regarde une balance des paiements aujourd'hui en Haïti, c'est à peu près 5,5 milliards d'entrées de dollars dans ce pays. dont, alors je parle 2025, 2025, parce que 2026, c'est pas encore tabulé. Ces 5,5 milliards, grosso modo, il y avait 4,5. Alors, 4,5 plus maintenant une autre forme de transfert qui sont des transferts cash, parfois des transferts illégaux, etc., qui donnent 5 milliards. Donc, sur les 5,5, c'est à peu près 5 milliards qui ont des transferts. Et comme je vous dis, vous regardez l'économie haïtienne 40 ans avant, c'est 85 millions qui sont devenus 5 milliards. Donc, quand on regarde la croissance de l'économie haïtienne, mesurer cette croissance par le PIB, c'est se tromper. Le PIB en dollars. Alors, je reviendrai sur cette affaire de PIB en dollars en gouttes, mais même en ne tenant pas compte de cette erreur de mesure, des problèmes que donne cette mesure, le PIB en dollars, mais en termes génériques de génération de richesse, parce que l'économie, on parle de la production, mais la finalité de l'économie, c'est de consommer. C'est d'où vient la consommation? D'où vient la consommation haïtienne? Elle vient des gens qui vivent à l'étranger et qui génèrent leur PIB aux États-Unis à 80% ou à 82%, au Brésil, au Chili, en France, au Canada, en République dominicaine. République dominicaine génère, les Haïtiens vivant en République dominicaine, envoyant de l'argent en Haïti, j'ai calculé qu'ils génèrent un revenu qui est 3 fois plus gros que les exportations haïtiennes. Les Haïtiens vivent en République dominicaine seulement. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable, pas vrai? Et ce sont des pauvres. Donc moi je dis, ce sont des pauvres en Haïti, ce sont des pauvres là-bas. Pourquoi ce n'est pas un revenu d'investissement? C'est partiellement un revenu d'investissement. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a laissé Haïti, qui a laissé la zone rurale, et qui va travailler dur aux États-Unis, pour gagner un petit sou, et qui envoie une partie de son épargne en Haïti, que cette épargne ne va pas servir à la consommation de sa famille. Ce serait une hérésie. Maintenant, c'est vrai que par le jeu du circuit que font les dollars en Haïti, ces dollars qui rentrent pour être sortis sous forme de consommation, une partie d'entre eux, par la non-simultanéité des entrées et des sorties, reste dans le système bancaire. Donc, constitue une ressource du système qui pourrait servir à financer des projets. Mais ne croyez pas qu'on va prendre cet transfert, on va dire aux gens, on voudrait que vos transferts, au lieu d'être utilisés pour consommer, soient utilisés pour faire des investissements. Ça n'a aucun sens. Parce qu'au point de vue motivationnel, jamais un Haïtien ne va accepter qu'il puisse retirer une partie des dollars qu'il envoie à sa famille pour consommer. Déjà, vous voulez retirer une partie en inflation, on retournera dessus. Allez voir maintenant de lui dire, cet argent ne peut pas servir à consommer. Ça n'a pas de sens. Deuxième problème, c'est que l'économie haïtienne qui n'investit pas, qui ne crée pas des entreprises, ça n'a rien à voir avec l'entrée de devises ou bien la quantité de devises disponibles. Ça a trait avec le fait que l'économie étant gérée comme elle est gérée, les incitations pour produire ne sont pas là. Mais le jour où vous avez des incitations pour produire, vous avez à avoir des incitations pour investir, oubliez la question de d'où vont sortir les ressources. Je vous assure que s'il y a une demande d'investissement rentable en Haïti, on va avoir l'argent. Et on ne va pas l'avoir nécessairement parce qu'il vient d'Haïti. Qu'est-ce qui manque lorsqu'on parle opportunité d'investissement? Quel est ce déclic qui fait? On a fait un tour de la situation de la situation. Mais comment il y a une inertie? Comment on trouve un point d'entrée justement pour mobiliser l'investissement? Où est-ce qu'on rentre? On rentre dans ce qui est potentiellement rentable.
aucun investisseur, qu'il soit pauvre, moyen ou riche, ne va investir pour perdre son argent. On est d'accord. On est d'accord? Ouais, parce que Donc, part départ. il faut, le premier impératif de l'investissement en Haïti devrait être où ça qu'on peut être rentable. Et un homme d'affaires, je vous dirais, la première chose, quand on dit où ça qu'on peut être rentable, c'est qu'est-ce qu'on peut vendre? Qui va acheter nos produits? Aujourd'hui, Haïti, la première chose qu'on devrait faire en Haïti, c'est de bâtir un produit touristique. Parce qu'Haïti a des choses à vendre, là. Haïti a à vendre. Parce que c'est un pays. Je vais vous mettre la variable sécuritaire pour compliquer votre équation, parce que beaucoup de secteurs diraient l'insécurité est aujourd'hui la grande barrière au tourisme. Et après, je sais qu'il y a d'autres variables. Mais je vais vous la mettre avant que vous me donniez la réponse. La sécurité est une cause et une conséquence, mais elle est beaucoup plus une conséquence qu'une cause. Vous n'allez peut-être pas entendre beaucoup de gens dire ça. Aujourd'hui, l'insécurité, elle est florissante dans un pays comme Haïti parce que c'est une activité rentable. C'est une activité rentable. Et aujourd'hui, la première raison qui fait que c'est une activité rentable, c'est que la main-d'œuvre, c'était la même raison pour d'autres, dans un autre setting, lorsqu'à l'époque des colonies. Les colonies étaient très rentables, mais la main-d'œuvre était gratuite. La main-d'œuvre haïtienne, elle n'est pas employée par l'économie. Elle est paupérisée chaque année, et on va retourner dessus, par le jeu de l'inflation et du taux de change. Donc, les jeunes haïtiens, et c'est la même chose dans pas mal de pays d'Afrique, sont attirés par n'importe quelle opportunité qui leur permet de gagner des sous et qui leur permet de sustenter leurs besoins, de subvenir à leurs besoins. Mais écoutez, le premier employeur de ces jeunes-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est justement les gangs. Comment ça fonctionne en termes concrets, l'économie de l'insécurité? Comment ils génèrent le revenu et comment ça rétroalimente justement une masse critique de jeunes? Premièrement, l'insécurité, enfin, le phénomène des gangs en Haïti, qui n'est pas d'hier, pas vrai, a toujours été mu par des intérêts politiques d'abord. On veut contrôler des territoires, on veut gagner une élection, ou on veut contrôler des territoires pour contrôler aussi des affaires. Il y a un mélange entre les deux. Donc, il y a d'abord des acteurs de l'économie haïtienne qui sont intéressés à avoir quelqu'un à les défendre ou à leur permettre de faire plus d'argent, à leur permettre, par exemple, bon, puis ensuite, les sécurités prennent sa propre vitesse de croisière avec le kidnapping, les rançons, etc. C'est une activité économique. Pourquoi il y a une sécurité dans un pays comme Haïti? Parce que c'est plus facile d'être dans ce genre de business-là, dans un pays qui est très faible, dans un État faible, et surtout un État, et il y a un mélange entre les deux, un État faible et inflationniste. Vous allez voir que dans les pays africains qui ont des problèmes d'insécurité, l'inflation est toujours très élevée. Et la tentation des gouvernements, c'est quand l'inflation se met de la partie, on essaie de ne pas déprécier la monnaie. C'est la pire des combinaisons. Expliquez-nous en détail pour que le public comprenne, c'est correct. Expliquez en détail. J'ai dit que 80% des gens qui génèrent des revenus en Haïti, enfin, 80% des familles haïtiennes vivent des transferts. Mais quand une famille avait, et je vais vous dire une chose, depuis le séisme, depuis 2011, parce que je calcule que les gens qui sont partis du séisme ont commencé à travailler en 2011, enfin, ils ont commencé à générer des revenus. Si on compare la taille moyenne du transfert en 2011 par rapport à ce qu'elle était en 2024, vous allez voir que ça n'a quasiment pas bougé. OK? Donc, allons prendre 3 ans en arrière. 3 ans en arrière, les prix en Haïti en good, mesurés en good, ont doublé. Ils ont doublé. OK? Mais quand ces prix-là doublent et que j'ai expliqué tout à l'heure que le revenu de la personne qui va acheter ces biens-là, lui, n'a pas changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Mais quand cette personne a perdu la moitié de son pouvoir d'achat, ça a des effets en chaîne
sur l'économie, parce que ça paupérise les entreprises qui vendent des biens à ces jeunes hommes. Ça paupérise l'État haïtien aussi. Parce que l'État haïtien dérive plus de 70% de ses taxes de l'importation. Donc, comme cette importation elle est mesurée en dollars américains, c'est forcé, puisque c'est des devises que vous devez dépenser pour acheter un bien importé. Quand ce bien arrive à la douane, pour calculer ce que ce bien-là va payer en taxes avec la TCA, on est obligé de convertir ce montant en dollars en goud. Mais si on le convertit avec un taux de change qui reste le même en 3 ans, ça veut dire que les revenus de l'État restent les mêmes en 3 ans. Mais face à ça, l'État, pour payer ses policiers, pour payer ses infirmières, pour payer ses professeurs, devrait leur permettre d'avoir un ajustement à l'inflation. Mais comme lui n'est pas ajusté à l'inflation, puisqu'il gagne en dollars et que le taux de change reste stable, l'État n'a pas les moyens de ne pas paupériser ses soldats, ses policiers, ses inspecteurs, ses infirmières, ses professeurs. Donc, l'État se paupérise pour les mêmes raisons que le récipiendaire de transfert se paupérise. Alors, je vais faire une petite taquinerie. Et où est-ce que ça s'arrête là avant de la taquinerie? Où est-ce que ça s'arrête? Cette tendance, où est-ce que ça s'arrête? La volonté. La volonté. Vous allez y arriver, mais taquinez d'abord. On va y arriver. Mais si on comprend la paupérisation en Haïti, on va comprendre la paupérisation de l'État en Haïti. Parce que l'État aussi gagne ses revenus en dollars. Bien sûr. Il gagne ses revenus en dollars. Donc, il a le même problème que le récipiendaire de transfert. Il a le même problème que l'exportateur. Parce que si vous regardez un exportateur textile, par exemple, il y a 20 ans, le salaire minimum était à 70 goudes. Aujourd'hui, il est à 1000 goudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a augmenté de 14 fois. Mais ce salaire minimum guide tous les salaires des entreprises qui sont dans les vêtements textiles. Mais le taux de change pendant cette même période-là n'a fait que d'être augmenté par 3. Il est passé de 40 goudes à 130 goudes. L'augmentation par 3,5. Oui, c'est vrai que les prix aussi ont augmenté aux États-Unis d'environ 70%. Donc, en combinant les deux, disons que le bien ramené en goudes que j'exporte comme producteur de vêtements aurait doublé. Il a été multiplié par 2, mais les salaires ont été multipliés par 14. Comment voulez-vous survivre cette industrie d'exportation? Et ce qui est vrai du tourisme est vrai de l'agriculture. Pourquoi? Parce que notre agriculture marchande, je ne parle pas d'agriculture de subsistance, l'agriculture marchande, la production de riz, la production de café, la production... Mais c'est des produits qui sont ou bien importés, mais dans l'agriculture elle-même, sont en compétition avec l'importation. Donc, quand vous êtes en compétition avec le riz de Miami, vous êtes obligé de ne pas vendre plus cher que le riz de Miami. Mais en ne vendant pas plus cher que le riz de Miami, le même problème qui arrive à l'État au récipiendaire de transfert, c'est que vous avez maintenant des goudes qui sont insuffisantes pour assurer des revenus qui suivent l'inflation. Donc, le fait pour l'inflation d'être systématiquement plus élevée que l'inflation des pays voisins paupérise l'exportation, paupérise l'agriculture, paupérise l'État, paupérise les récipiendaires de transfert. C'est ce qu'on appelle une maladie. D'ailleurs, il y a un nom en économie. C'est le syndrome hollandais. C'est la plus grosse maladie qui frappe un pays. Moi, je l'ai vécu dans mes os quand j'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire pendant que j'étais employé de la Société financière internationale. Quand cette maladie arrive, vous n'avez qu'un seul remède. Ajuster le taux de change. Mais ça prend du temps pour les politiciens de réaliser ça. J'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire de 88 à 90. Donc, le que vous dites, c'est le libérer. C'est le libérer. Et le libérer veut dire... Alors, donnez-nous les conséquences immédiates et justement les lectures qu'on peut avoir. Quelles sont les conséquences immédiates d'une libération d'un taux de change? Ça dépend comment on le gère. Comment a géré la Côte d'Ivoire? Prenons le cas d'Haïti, et je vais retourner à la Côte d'Ivoire après. Disons que demain matin, on décide, tout le monde va me courir après, c'est ce que je dis là, pas vrai? On décide qu'au lieu de donner 130 goudes par dollar à quelqu'un, sur les transferts, la Banque centrale s'arrange pour qu'on lui donne 160 goudes, 170 goudes, 200 goudes. Mais automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de référence va bouger. Et le taux de référence bougeant, tous ces pauvres-là qui représentent 80% de la population haïtienne,
Et je n'ai pas compté les exportateurs là-dedans. Je n'ai pas compté les agriculteurs. J'ai compté seulement tous ces gens reçoivent 3 gouttes en plus. Pas 3 gouttes en plus, 30 gouttes en plus. Qu'est-ce que ça veut dire 30 gouttes en plus? Par rapport à quelqu'un qui a 130, c'est une augmentation de plus de 20%. Ouais. Et je ne parle même pas de ce qu'il faudrait pour rattraper tout le retard. Je parle d'un an. Si vous donnez 30 gouttes à la personne en plus, mais vous donnez à l'État 30 gouttes en plus aussi. Donc l'État brusquement aurait une embellie de ses revenus. Maintenant, quelle est la réponse des banquiers centraux qui vont me dire oui, mais il va y avoir inflation. Est-ce qu'il y a eu inflation en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi? Parce que ces revenus additionnels qui sont générés par le simple changement de parité, si on ne les matche pas avec des dépenses additionnelles tout de suite, on fait un surplus budgétaire. Ça veut dire quoi le surplus budgétaire? Ça veut dire que l'État contracte la masse monétaire. Donc, il augmente la masse monétaire en augmentant les revenus des gens, mais il la contracte en augmentant son surplus à lui. Immédiatement, vous allez avoir un freinage de l'inflation. Et ce qui va être le résultat final, c'est une redistribution de revenus envers les pauvres, envers les exportateurs, envers les agriculteurs. C'est exactement ce qui s'est passé dans les 14 pays de la zone monétaire ouest et centrafricaine en 1994. Ils ont fait une dépréciation, ils ont doublé leur taux de change, qui est passé de 50 francs CFA par franc français à 100 francs français en un jour. Mais ils ont bloqué la masse monétaire en imprimant un surplus budgétaire qui freinait. Parce que l'inflation est d'origine monétaire. Par exemple, si vous demain matin, vous dites que on augmente le taux de change en Haïti, certainement les dollars qu'achètent, parce que la banque achète des dollars, ils vont être plus chers, donc elle va injecter plus de gouttes, donc il va y avoir une augmentation. Mais si en même temps vous faites un surplus budgétaire, que vous pouvez faire puisque vos revenus augmentent, immédiatement les deux vont s'équilibrer et vous allez avoir un contrôle. Et je vais vous donner les chiffres. La Côte d'Ivoire a doublé son taux de change en janvier 1994. De janvier 1994 à maintenant, la Côte d'Ivoire était un des pays à plus faible inflation au monde. 2,8% par année en 30 ans. Donc on a quelque chose à apprendre de cette expérience. On a énormément à apprendre et je vais vous dire, la Côte d'Ivoire n'est même pas le plus gros exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a celui du Mexique. Si aujourd'hui le Mexique n'avait pas déprécié, le Mexique avait un taux de change de 62 pesos par dollar, ancien peso, en 1984 quand je les ai visités. Ils ont aujourd'hui 17 000. Mais le Mexique est une économie de l'OCDE. Le Mexique a fait d'énormes progrès depuis lors. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'auberge. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'insécurité. D'ailleurs, revenons à l'insécurité. L'insécurité est favorisée par l'inflation. L'insécurité crée une opportunité d'affaires dans la criminalité. Parce que vous avez une main-d'œuvre très bon marché, qui n'a pas d'autre alternative. Okay. Vous avez, en général, il y a une relation entre l'insécurité et la contrebande. Donc, vous avez la possibilité de faire passer des armes en contrebande. 90% des armes qui alimentent les gangs en Haïti viennent des États-Unis et passent à travers la frontière haïtienne-dominicaine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si je retourne à la question. Premièrement, la première chose que j'aurais fait, moi, c'est d'agir sur le fiscal. Parce que pour combattre l'insécurité, en attendant qu'on combatte les causes, mais pour combattre le symptôme, vous avez besoin d'avoir des forces. Haïti, aujourd'hui, prenons la comparaison avec la République dominicaine, qui a 12 millions d'habitants comme nous. Haïti a, on ne sait pas combien, 6 000 hommes, 8 000 hommes armés, 10 000 hommes. La République dominicaine a 100 000. Oui, on parle de ça à peu près. Mais je ne vais même pas prendre la République dominicaine, qui est une économie beaucoup plus développée qu'Haïti. Je vais prendre le Rwanda, qui est à peu près plus ou moins similaire à Haïti. Le Rwanda, d'après les dernières données que j'ai vues sur Internet, qui est peut-être plus importante aujourd'hui, à 68 000 hommes armés, 33 000 policiers, 35 000 militaires. Mais écoutez, quand le Rwanda a le même problème qu'Haïti, mais il y a 68 000 morts. Comment vous allez combattre une insécurité si vous n'avez pas les moyens? Or, pour avoir les moyens, c'est le fiscal d'abord qui doit agir. Et le fiscal, dans un pays comme Haïti, c'est d'abord la taxation sur le commerce. Parce que c'est le commerce qui fait vivre, mais c'est le commerce aussi qui constitue la base
fiscale la plus importante. Donc, la première action, c'est le contrôle de la frontière, c'est la lutte contre la contrebande. J'applaudis, sans connaître les détails, l'initiative prise par l'actuel Premier ministre. Je ne sais pas si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, mais ce que je sais, c'est que l'objectif est bon. Il faut contrôler la frontière pour créer un État qui soit capable d'assurer la première fonction régalienne de tout État, qui est de donner la sécurité. Et si vous ne donnez pas la sécurité des vies et des biens, si vous n'avez pas les effectifs pour le faire, comment pouvez-vous faire du tourisme? La plus grosse génération de l'industrie touristique se fait la nuit, dans les loisirs. Comment vous allez faire des loisirs si vous n'avez pas la sécurité? Voilà. Donc, pour moi, c'est la première chose qu'il faudrait faire, c'est de générer des revenus pour combattre d'abord l'insécurité, mais aussi à travers le mixte politique, fiscal et monétaire, redistribuer des revenus aux pauvres à travers les récipiendaires de transfert. Cette politique d'avoir un taux de change fixe sur 3 ans, alors que vous avez une inflation de plus de 30% par année, elle redistribue la richesse des pauvres aux riches. Et cette redistribution, ce sont des programmes sociaux ciblés? Non? Ce sont des avantages Non. fiscaux? C'est comment vous la... La première chose qu'il faudrait faire, c'est que ces gens, les revenus qu'ils reçoivent, soient revalorisés. Qu'est-ce qu'ils reçoivent, ces gens-là? Mais il n'y a pas photo. Ce sont des récipiendaires de transfert. Le taux de change est la première arme de redistribution d'une économie comme celle d'Haïti. Ça, je sais que je ne suis pas populaire en le disant. Je sais que j'aurai beaucoup d'amis qui vont me dire « Ah oui, mais tu sais, il va y avoir l'inflation. » Oui, il y a l'inflation déjà. Si c'est pour combattre l'inflation, si c'est une question de transmission du taux de change à l'inflation, pourquoi depuis 3 ans, on a toujours une inflation de 30%? Alors on va me dire c'est les gangs. Bon, c'est facile à dire. On me dit ça 1 année, 2 années. Oui, c'est les rançons. Mais écoutez, moi je regarde les chiffres, l'inflation elle est aussi liée au monétaire qu'elle l'était il y a pas longtemps. Donc le problème est macro et le premier impératif c'est que cette politique d'avoir des prix relatifs qui défavorisent l'exportation, défavorisent l'agriculture, défavorisent le tourisme, défavorisent les récipiendaires de transfert doit changer. Donc 2 choses prioritaires. La frontière, la politique monétaire. 3e chose, on ne peut pas développer une industrie touristique ou une agro-industrie si on ne s'intéresse pas à l'énergie. Et vous en avez parlé plusieurs fois. Ouais. L'énergie est fondamentale. Et aujourd'hui, Haïti a à peine 60 kWh par habitant. La République dominicaine en a 1400, 1500. L'Amérique latine, enfin l'Amérique centrale, c'est 2700, 2400 kWh par habitant. D'où vient l'investissement dans le secteur énergétique? Mais, et quel type d'investissement? Là encore, c'est l'État qui doit commencer. Parce que le problème de l'énergie, c'est que le fait de ne pas avoir des industries, de ne pas avoir des hôtels, ne génère pas la demande pour faire un job considérable. Mais déjà, si on commence par éclairer les villes, parce que si on a un produit touristique, je vais vous dire, moi, ma vision, et je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire du secteur privé étant une vision qui va être imposée. C'est pas de ça que je parle. Je dis que moi, si je devais visionner Haïti dans 25 ans, je dirais, créons 3 ou 4 zones économiques spéciales à vocation touristique. D'autres à vocation agricole. Le plus gros générateur de demande pour notre agriculture va venir du tourisme. En vous écoutant, on entre en construire une vision économique pour Haïti. C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à beaucoup de personnes et je pense que c'est important d'en parler, sachant qu'on va y arriver aussi. On a un processus électoral qui s'annonce et je pense que lorsqu'on parle d'un projet de société, de l'Haïti qu'on veut, l'économie a sa place. Mais ça, j'y arrive après. Donc, continuez dans ce projet de vision économique pour le pays. Quels sont les autres éléments? Et peut-être je vais me permettre d'en insérer un, c'est la démographie haïtienne. Beaucoup de pays, vous avez parlé du Rwanda, vous avez parlé de la Corée du Sud, ont aussi bâti leur projet économique sur une démographie extrêmement favorable, ce qui est le cas en Haïti. C'est 5 millions de jeunes. 24 ans d'âge, moyenne. Donc ça, c'est un élément, un vecteur sur lequel on capitalise. Et je me permets d'associer aussi le thème du numérique, une jeunesse qui aujourd'hui est fortement connectée, connaît le numérique, qui est peut-être plus formée que lorsqu'on sait avant,
et sur lequel il y a un potentiel qui peut être capitalisé. Donc l'économie du numérique en général est peut-être une variable aussi dans votre vision que je veux insérer. J'ai fait partie d'une commission présidentielle qui a fait son choix, qui était la commission, le groupe de travail sur la compétitivité, qui justement a dégagé une vision avec ces 4 secteurs-là. C'est-à-dire avec le secteur, bien sûr, de l'agriculture sera toujours un secteur important, bien qu'elle se dépeuple, hein. Les gens laissent la terre pour venir en ville, mais il y a toujours une partie substantielle du territoire qui ne sera pas occupée par autre chose que par l'agriculture. Mais au lieu d'être une agriculture de subsistance, il faut faire une agriculture de production et de rente. D'accord? Donc l'agriculture, c'est certain. Mais pour moi, le plus gros développement agricole qu'on pourrait avoir viendrait de la création d'une demande de la ville pour cette agriculture-là. Okay. Et pour moi, c'est pourquoi ma vision. Quand je regarde le potentiel industriel là ici, industriel autre que l'industrie agricole, l'agriculture et l'agro-industrie comme deuxième vecteur. L'autre vecteur de croissance, c'est le tourisme. OK? Et l'autre, allons dire, c'est tout ce qui vient en support de ça. Alors, il y a un quatrième. Je dois dire que le dernier, c'est le cinquième. Il y a un quatrième qui est justement les BPO, Business Process Outsourcing, c'est-à-dire l'exportation de services, est un potentiel pour absorber les jeunes qui sont plus éduqués. Yep. La masse de jeunes qui est plus éduquée, qui a eu la chance d'aller à l'université, elle est extrêmement intéressante pour justement travailler dans des call centers, dans des services externalisés. D'accord? Et naturellement, on peut aussi dire que la technologie est toujours un outil pour intégrer, c'est un aide à beaucoup de choses. Mais ceci étant dit, quand je regarde tous ces secteurs-là, et je regarde l'âge d'Haïti, l'âge de développement d'Haïti, l'âge mental d'Haïti, là où nous avons le plus à vendre et le plus de facilité de créer de la richesse, c'est encore dans le tourisme. Parce que le tourisme, contrairement par exemple à l'industrie de vêtements, qui est une industrie, mais l'industrie de vêtements n'achète pas beaucoup de choses d'Haïti. Parce que l'industrie touristique achète beaucoup de choses d'Haïti. Et c'est pas vrai seulement en Haïti. L'industrie touristique va acheter votre agriculture. En fait, un des coordonnateurs du forum, M. Brandt, disait une chose intéressante parce que lui était sa famille a été dans l'agriculture. Et on crée beaucoup plus d'emplois. On crée plus d'emplois en vendant du tourisme. Donc, le tourisme va créer plus d'emplois dans la zone rurale que dans l'industrie touristique. Parce que c'est la nourriture que les gens consomment. Ils sont obligés de consommer qui potentiellement constitue une source de croissance extrêmement intéressante pour l'agriculture. Et le tourisme va vendre ce qu'Haïti a de plus vendable. Sa musique aujourd'hui fait des malheurs. La musique haïtienne, le compas aujourd'hui, est au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une musique, tout le monde aime voir danser le compas. Nous avons une nourriture qui, pour moi, qui voyage beaucoup en Amérique latine, en Afrique, nous avons une nourriture de qualité mondiale supérieure. On sait quelque chose. Très originale. L'art haïtien connu. L'artisanat haïtien créerait plus d'emplois que la sous-traitance. Et d'ailleurs, on regarde d'autres pays comme les Philippines, vendent des produits dans la zone Caraïbe. Pourquoi pas nous? Quels sont à côté? Or, aujourd'hui, pour moi, qui ai vécu les fêtes de Noël à l'époque, on circulait dans la ville, de voir les fanaux construits, les petits ouvrages en pierre, les petites statuettes, nous avons un potentiel énorme de création d'emplois dans l'artisanat. Mais cet artisanat, si vous le destinez à l'exportation, c'est compliqué. Alors que si vous avez une industrie touristique, vous avez automatiquement. Donc, pour moi, ma vision des 25 prochaines années, c'est le tourisme. Mais alors, avec des pôles localisés dans des zones qui ne sont pas affectées des zones économiques intégrées. Le Nord, corridor Nord, ça serait une. Akin, la zone de Port-Salut, c'est une zone extrêmement riche en potentiel touristique. La zone du Nord, certainement. Et vous avez d'autres zones, comme le Bassin Bleu, comme la zone de Campérin. Vous avez des zones en Haïti. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces zones deviennent potentiellement? Il faut un certain nombre de travaux. Ces travaux vont créer de l'emploi. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle du corridor Nord, mais on ne parle pas du drainage de la ville. Mais cette ville du Cap, elle explose aujourd'hui sous le poids de la démographie
et de tous les visiteurs qui arrivent. Elle n'y arrive pas. On devrait faire un feu croisé sur le Cap pour travailler l'environnement. Le tourisme n'est pas compatible avec un environnement dégradé. Parce que c'est une des beautés. Et Haïti est une des plus belles îles, d'ailleurs, que je connaisse. Nous sommes d'accord. Et je vous assure que quand il y a encore des zones en friche en Haïti, quand on prend le sud-est haïtien, par exemple, quand on prend la zone du sud en général, la zone nord, nous avons la possibilité de créer vraiment des zones beaucoup plus jolies en faisant de la reforestation, en faisant étudier le problème de drainage de la ville du Cap, qui est inondée constamment. Il faut créer des canaux, il faut créer des ouvrages en amont. Alors là, je fais partie de mon premier métier, qui est un métier d'ingénieur civil. Donc, j'ai travaillé dans un projet de drainage. Mais il y a énormément à faire pour rendre le Cap vendable touristiquement. Mais il y a énormément à faire aussi dans l'électrification de la ville, dans la création d'une police. La police, c'est pas seulement de réprimer les gangs. La police va être ce qui va discipliner les gens pour ne pas lâcher les ordures n'importe où. Et le ramassage d'ordures en lui-même est un aspect fondamental de la vision. Parce que si vous ne ramassez pas les ordures, vous n'allez pas avoir de tourisme. Si vous n'allez pas avoir de tourisme, vous n'allez pas avoir d'agriculture. Donc c'est ça pour moi la vision d'Haïti. La vision de 25 ans, et c'est pas nouveau. Le premier succès touristique d'Haïti, c'est une exposition qui était l'exposition des 150 ans de la ville de Port-au-Prince, qui a fait parler d'elle. On a perdu tout ça. Mais on a eu une exposition universelle en 1950. Et cette exposition a créé un joyau qui était le bicentenaire. Ce qu'on appelle le bicentenaire, c'était ça. Non, bon, on a perdu ça. Mais il faut créer un bicentenaire de la ville du Cap. Ou tricentenaire, ou je ne sais pas quoi. Il faut agir sur l'environnement et les incitations. Il faut une politique monétaire adaptée pour que le tourisme renaisse dans certaines zones du pays. Et à ce moment, on aura une entrée de visa. Écoutez, aujourd'hui, par exemple, il y a une ironie. On parle de relance. Et on parle de relance à travers des investissements humanitaires. Mais écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a à peine 10 ans, sous Martelly, le tourisme rapportait 500 millions de dollars américains de devises à Haïti? Et qu'il n'était pas ce tourisme dont je parle maintenant développé. Je parle d'il y a 10 ans, il y a 12 ans. Pas vrai? À l'époque des Cameroun, moi j'allais là régulièrement, avait un taux d'occupation annuel de 92%. C'est énorme. 92%. C'est énorme. Avec un hôtel qui n'avait pas un grand centre de convention, qui n'avait pas des choses extraordinaires, mais qui était la beauté du site, l'intérêt de venir, l'amabilité des Haïtiens. Bon, on oublie ça. On parle de gang, on parle de ça. La population haïtienne est naturellement accueillante. Et tous les étrangers le disent. Je ne vais pas te faire dire. Non, je le confirme publiquement. Et donc, pour moi, pour moi, c'est un axe. Est-ce que ce axe va être contraire à un développement de BPO? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Est-ce que ce axe va empêcher qu'on ait une industrie de vêtements? Non. Et c'est ce que disait le rapport sur la compétitivité. On peut faire tout ça ensemble, mais si je devais donner une priorité aujourd'hui, je donnerais la priorité au tourisme et aux industries qui sont connexes. Et la musique, la cuisine, l'artisanat, l'art et les industries de support, l'infrastructure urbaine. Moi, j'aurais dépensé, écoutez, c'est ironique de voir un pays qui a accumulé en l'espace de 2 ans 1,4 milliard de dollars de réserves. Mais écoutez, c'est un problème. Pourquoi ne pas dépenser ces réserves-là? Et pourquoi ne pas les dépenser pour rénover justement une zone comme la zone du Cap? Moi, je pense que c'est ironique. Je me permets de le dire. Utilisons cet argent. Pourquoi nous gardons cet argent en caisse? Nous avons plus de 7 mois d'importation en réserve. Pourquoi? Pour stabiliser le taux de change. Je vous expliquais les problèmes que ça crée. Vaut mieux qu'on ait un taux de change qui bouge, qui soit flexible, et qu'on ait de l'investissement au Cap, qu'on ait de l'investissement au CAI, qu'on ait de l'investissement dans le urban renewal. Je dis ce terme en anglais. Rénovation urbaine pour créer un attrait dans les villes qui vont créer une des incitations les plus importantes pour faire des hôtels et faire des lieux de divertissement. Quand je vais en Espagne, quand je vais en France, mes amis, la somme de gens que je vois travailler dans des petits cafés.
Nous avons un des meilleurs cafés au monde. Pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas ça aussi? Qu'on ne peut pas vendre du café, des petits sandwichs, etc. Bon, on peut créer énormément d'emplois avec une industrie touristique qui se développe. Donc, c'est ça ma vision. Donc, c'est un élément catalyseur. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et nous voient ce soir, qui sont en train de prendre des notes. Et justement, en perspective d'un processus électoral. Et la donnée économique, la conversation économique, au-delà naturellement de la sécuritaire, qui est centrale, mais vient en deuxième place. Qu'est-ce qui est un programme économique crédible? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ceux qui vont conseiller les différentes couleurs, justement? Vous leur avez donné beaucoup d'idées. Je pense que ça, il y a des éléments qui, sans aucun doute, vont être, comment ça s'appelle, utilisés. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour qu'on ait un programme économique crédible avec des données empiriques justifiées et une proposition économique qui tienne debout, quelle que soit naturellement l'orientation? Il y a honnêtement un problème. Il y a honnêtement un problème. Dans un pays pauvre, ce qui se vend, c'est le populisme. C'est le court terme. C'est le court terme. Et même les choses que j'ai dites là, il y a du court terme là-dedans. Si demain matin, on passait de quelques 100 millions de dollars de revenus touristiques aujourd'hui à 500 millions, ça fait 400 millions de dollars en plus. Ça ne vient pas de l'étranger, ça ne vient pas de la Banque mondiale ou de l'Union européenne ou des Nations unies. C'est 400 millions de dollars qui se dépensaient en Haïti, qui ne se dépensent pas. Si on prend des gens qui reçoivent 4,4 milliards de dollars américains, ce sont des pauvres, et qu'on leur donne 30 gouttes en plus, en essayant de gérer l'impact que ça peut avoir sur les prix, de façon à ne pas avoir d'inflation. C'est 30 gouttes multipliées par 4,4 milliards de dollars américains. Ça, c'est plus important que n'importe quel programme humanitaire. D'accord? Non, c'est cool d'abord. Et moi, ce que je dis, c'est que si au moins on comprenait ça et qu'on se mettait à faire du vrai humanitaire. Pour moi, le vrai humanitaire commence par avoir une politique publique adaptée. Et non pas de demander de l'argent qui, de toute façon, est gaspillé aussi. Une grande partie. Si, par exemple, on faisait des programmes d'infrastructure connectés avec une vision économique, ça ferait des routes, mais il faudrait faire ces routes en maximisant l'emploi. Moins de tracteurs, plus de routes interbattues, plus de cantonniers, comme on dit, à travailler. Création d'emplois d'abord avant d'avoir les machines. Des choix technologiques. On peut avoir des politiques pour créer de l'emploi. Mais attention, je peux dire que si j'arrivais à convaincre les gens, ça serait idéal. Mais la majorité des politiciens vont être versés dans la communication à caractère populiste pour gagner des élections. C'est pas par hasard que Paul Collier, dans son ouvrage, dans un ouvrage qui a été écrit, je crois, en 2014, si je me trompe, War, Guns and Vote, dit qu'en général, quand on n'a pas 3000, il disait 3000 à l'époque, ça peut-être 3500 aujourd'hui, dollars par tête de PIB, les élections sont presque impuissantes à développer. Elles sont nécessaires. Mais il ne faut pas croire que la prochaine élection va créer un changement extraordinaire. Il faudra que ce soit des cycles qui vont arriver. Par contre, là je parle à Xavier, mais qu'il y a de l'international. Moi, je culpabilise un peu l'international. Je culpabilise le Fonds monétaire, la Banque mondiale, pour maintenir Haïti dans une illusion humanitaire. Oui, on peut dire qu'on va faire de l'humanitaire, je n'ai pas de problème avec ça. On sent que c'est nécessaire. On sent aussi qu'il y a un besoin de faire des infrastructures. Mais connectons-les avec des résultats concrets. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résultats concrets de toute cette aide qu'on a reçue? Est-ce qu'elle a eu une réponse en termes de croissance? Est-ce qu'elle a eu une réponse en termes de redistribution réelle? Non. Pour moi, il faut un dialogue plus fécond entre des gens qui ont une vision économique. Alors, je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui n'ont pas une vision économique nécessairement, qui ont aussi une vision populiste.
Mais moi, je pense, et je ne veux pas mettre l'accent sur un économiste ou bien sur un autre, il faut relier l'aide externe à des résultats et à des résultats concrets économiques. L'un des résultats concrets, c'est que, écoutez, est-ce que vous avez créé de l'emploi? Est-ce qu'il y a dans votre programme une création d'emploi? Est-ce qu'il y a dans votre problème une amélioration des revenus des jeunes? Est-ce qu'il y a une amélioration des revenus? À ce moment, oui. Mais si c'est simplement pour faire une petite distribution, par exemple, moi, je veux bien faire une distribution qui est liée à l'éducation, par exemple, là, la Bolsa Familia, ou bien le programme de Lula. Comment il s'appelait ce programme-là encore? Le Cash Condition Plan. Cash Conditional Transfers. Là, je suis pour ça. Parce que pour moi, l'enfant qui va à l'école et qui ne mange pas à sa faim n'apprend pas. Il n'apprend pas autant. Donc, lier la cantine scolaire à l'éducation, moi, c'est très, très bien. Maintenant, attention, même l'éducation. Et à la santé aussi. Et à la C'est santé. les deux conditions. Même l'éducation dans un milieu où on n'a pas une économie qui emploie, c'est une éducation qui se fait pour exporter la main-d'œuvre. Et ça se voit dans beaucoup de pays. Pour moi, plus que 50%. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez l'université qu'est-ce qu'il y a, ou bien n'importe quelle université, probablement que 70%, 60-70% de leurs gradués vont à l'étranger. On ne peut pas faire de l'éducation et croire qu'elle va avoir un relais sur le développement si on n'a pas un mix de politique publique, un mélange de politique publique qui va garder les gens chez eux, qui va créer de l'emploi. Et cette création d'emploi, c'est pourquoi il faut avoir une vision économique et il faudrait que l'international nous aide, pas nous priver, à ce que l'aide externe soit plus dirigée vers la croissance, le progrès, plutôt que vers un guilty feeling. Donc, on parle d'une connexion aussi avec le moyen et long terme. Donc, Avec le moyen et long terme. Avec le moyen et long terme. Et ce moyen et long terme, il a une trace concrète immédiate. Si demain matin, je visionne que vraiment, je veux que le Cap devienne une zone économique spéciale qui sera potentiellement forte en tourisme, c'est là que je vais faire l'infrastructure. C'est là que je vais créer l'emploi. À travers la rénovation urbaine, à travers la rénovation de l'environnement et à travers la police. Par exemple, on peut créer beaucoup d'emplois au lieu d'avoir 6 000 policiers, on en avait 60 000. Mais c'est 50 000 emplois qu'on a créés. Et si on décidait, par exemple, demain matin, que le tourisme est très important pour nous, on axe tout vers le tourisme, mais on aurait énormément de gens à visiter Haïti. Il faut vendre Haïti. Mais en ayant des gens à visiter Haïti, on augmente la demande pour l'agriculture. Donc, on relie ça avec des politiques publiques pour faire qu'au lieu que ces gens mangent importé, que ce soit l'agriculture haïtienne qui leur vende des produits. Là, je comprends. Je termine sur la vision économique. Je crois que le maître mot que je pense que je cherche, c'est de faire que, et l'international nous aide, d'avoir une approche cohérente de la vision. C'est-à-dire avoir une vision qui dit qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut faire et bâtir tous les investissements vers ça. C'est-à-dire, oui, il faut faire de l'humanitaire, mais oui, d'abord, il faut réfléchir en termes de comment faire pour que dans 15 ans, dans 10 ans, j'ai tant de centaines de milliers de touristes au Cap. Et est-ce qu'il faut refaire l'aéroport? Est-ce qu'il faut refaire... Pour moi, c'est ça qui manque. Mais la vision, pour moi, elle est celle qu'en 2010, 2009 et 2010, on a produit cette vision dans un document, dans 2 documents, en fait, qui ont été produits par le groupe de travail sur la compétitivité qui dit tout ça. Je vais y prêter attention. Avant tout, ça a été une conversation fascinante et mon pressentiment s'est traduit en réalité. Encore merci pour cette leçon d'économie, pour avoir provoqué à la réflexion et nous avoir donné des concepts qui peut-être pour certains sont plus difficiles à présenter. Donc je suis certain que beaucoup de personnes vont revoir cet épisode plusieurs fois. Mais le fait que vous soyez là, c'est justement cette expression que vous croyez qu'on peut changer cette tendance, qu'on peut retourner à la croissance, à une croissance inclusive, qu'il y a des opportunités pour Haïti. Vous avez parlé de compétitivité, des secteurs où Haïti a son rôle à jouer. Qu'est-ce qui vous fait dire oui, Haïti capable pour conclure, pour donner un résumé à vos propos? Vous savez,
Oui, Haïti capable, c'est d'abord le fait que vous ayez des Haïtiens qui aiment Haïti, qui sont motivés. Vous avez qu'à voir les matchs qui se sont joués là. Même ceux de dernier où nous étions déjà éliminés. Il y a une émotion en Haïti que je trouve pas souvent ailleurs. Il y a même dans l'adversité énormément de foi dans l'avenir. Moi, de mon côté, j'aurais pu vivre à l'étranger. Mes enfants, moi, j'ai une enfant qui a été diplômée de McGill, qui a fait 3 ans, qui aurait pu travailler aux États-Unis, hein, et qui adore son pays. Nous avons aujourd'hui, d'abord, nous sommes capables parce que nous sommes motivés. Les gens aiment Haïti et les gens aimeraient voir une Haïti meilleure. Ça, c'est la chose. Mais maintenant, nous n'arrivons pas en général à nous associer. Donc, il faut quelque part que nous fassions un effort pour croire en l'autre, pour vaincre cette méfiance légendaire qui existe depuis l'indépendance. Depuis, en fait, avant l'indépendance. C'est de quelque part croire que nous pouvons y arriver. Et Haïti capable doit être non seulement Haïti capable parce qu'il y a des gens capables, mais parce qu'il y a des gens qui croient que nous sommes capables, collectivement. C'est ça la nuance. C'est pas qu'il y ait des individualités. Non, et ce programme, c'est la déclaration. Oui, Haïti capable, on y croit. Oui, Haïti capable, et Haïti doit être capable en étant indulgent aussi, en étant moins critique, moins défaitiste. Mais nous disons, qu'est-ce qu'on peut faire? Allons visionner l'avenir. Et essayons de voir, d'être humble sur le fait qu'il va y avoir des gens imparfaits, qu'il va y avoir des gens délinquants. Et d'ailleurs, un État qui est fiscalement capable, l'État doit être fiscalement capable. Je vous donne un exemple. Le Salvador, c'est 23% de pression fiscale. Haïti, c'est 4%. Si nous avons déjà, pour être capable, il nous faut construire un État fort, un État puissant, et nous dire que nous sommes capables de faire mieux. Pas de dire à chaque fois, ah mon cher, les Haïtiens, non, les Haïtiens sont capables. Mais nous sommes capables de faire ensemble, et c'est pour ça qu'on fait une vision et qu'on s'en rapproche. On refuse le fatalisme et on y croit. Et encore merci. Oui, Haïti capable. Merci de l'invitation, merci de l'opportunité. Un grand plaisir. Merci. Merci. Je voudrais terminer par une équation que cette conversation m'a permis de formuler plus clairement. D'un côté, les contraintes. Plusieurs années de croissance négative, une économie qui continue de se contracter, une dollarisation élevée, une assiette fiscale parmi les plus étroites de l'hémisphère, autour de 15% du PIB, et un contexte sécuritaire difficile, qui pèse sur l'activité, fragilise les entreprises, coupe les circuits commerciaux. Ces réalités ne sont pas des abstractions. Elles façonnent le quotidien de millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens. De l'autre côté, le potentiel. Et il est réel. Regardez la carte. Haïti est au cœur de la Caraïbe, sur les grandes routes maritimes des Amériques, et celle qui mène au canal de Panama et relie le commerce du monde entier. À quelques heures des marchés du Nord et du Sud. Il y a aussi la diaspora. Des milliards de dollars envoyés chaque année. Et cela est un pilier de l'économie haïtienne. Et il y a aussi la jeunesse. Plus de la moitié du pays, avec un téléphone dans la poche. Cela change tout. Là où d'autres pays ont mis des décennies à se construire, Haïti peut brûler les étapes. Aller droit au paiement mobile, à la formation en ligne, au commerce numérique. C'est ce qu'on appelle le saut technologique. Et il est à la portée de main. Et il y a enfin cette immense économie informelle, intégrée petit à petit au système formel. Elle devrait à la fois être un moteur de croissance et une ressource pour l'État. Et c'est là qu'une opportunité se présente. Haïti entre dans une phase électorale. Des visions vont s'exprimer. Des projets de société vont s'affronter dans le débat public. Ce moment compte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir des visages. Il s'agit de choisir des orientations. Et ces orientations doivent être ancrées dans la réalité économique que Pierre-Marie Boisson vient de décrire. Naturellement, la sécurité vient en premier. Sans sécurité, aucune politique économique ne peut se déployer. C'est une priorité absolue.
Mais une fois ce socle posé, l'économie doit occuper toute la place qui lui revient. Le taux de change, la jeunesse numérique, l'élargissement de l'assiette fiscale, les transferts de la diaspora transformés en capital productif. Ces sujets méritent d'être au centre des propositions et pas en bas de page. Un jeune de 20 ans qui lance une activité depuis son téléphone à Port-au-Prince ne demande pas un miracle. Il demande de la stabilité, de l'accès au crédit, une infrastructure qui tient, des règles prévisibles. Cela n'est pas hors de portée. Dans 20 ans, la génération qui entre aujourd'hui sur le marché du travail sera aux commandes du pays. Elle mérite une économie qui croit en sa capacité à se transformer. Oui, Haïti capable. À très bientôt pour un prochain épisode.